Mesdames et messieurs, je vais vous demander bien sûr d'éteindre vos portables d'abord. Je vais laisser David présenter cette soirée. Simplement vous dire que le son et lumière est à 22h45 ce soir. Donc le début des dédicaces sera ici et à 22h30 continuera dans une salle de la mairie qui ne donne pas sur la place Stanislas de façon à ce que tout puisse être éteint. Donc je laisse David accueillir dans quelques instants la merveilleuse Elsa Zilberstein. Merci. Merci Françoise. Tout d'abord, je voudrais vous remercier d'être venus si nombreux, c'est très émouvant. Merci aussi à toute l'équipe du Livre sur la place qui est vraiment merveilleuse et à Françoise de m'avoir proposé d'organiser cette lecture. Alors, ce livre-là, Charlotte, que vous allez découvrir ce soir, c'est un livre que je porte depuis très longtemps. J'ai essayé d'écrire de nombreuses fois l'histoire de Charlotte Salomon, une jeune femme qui a vécu entre 1917 et 1943. Et je suis tellement obsédé par elle que j'en parle à tout le monde depuis des mois et des années. Et il y a à peu près un an, j'avais croisé Elsa et elle connaissait Charlotte Salomon. Alors pour moi, c'est merveilleux que ce soit elle qui lit ce soir pour la première fois ce livre qui en plus se prête vraiment à une lecture. Alors vous allez découvrir la vie à travers ces passages de Charlotte Salomon, qui est une artiste allemande, voilà, qui était en exil dans le sud de la France et qui a été déportée à l'âge de 26 ans. Juste avant, elle a laissé une œuvre éblouissante. Et moi, je l'ai rencontrée comme ça. Quand j'ai découvert son œuvre il y a 8 ans, ça a été un coup de foudre émotionnel majeur dans ma vie, un ravage esthétique, et je n'ai cessé de penser à elle. C'est une œuvre, j'espère qu'après cette lecture, après cette soirée, vous aurez aussi envie de la découvrir. Elle a laissé une centaine de gouaches qu'elle a composées entre 1940 et 1942, dans des conditions difficiles, vous l'imaginez. Une œuvre autobiographique où elle raconte son adolescence, elle raconte sa vie de jeune femme, et c'est la source principale de mon texte. Il y avait très peu de documents sur elle, donc le livre aussi raconte beaucoup des recherches que j'ai pu faire pour recomposer son parcours. Donc ce livre, c'est avant tout le portrait de cette femme que j'aime et que j'admire, et j'espère que vous l'admirez aussi ce soir, après cette soirée. C'est aussi l'évocation de son œuvre, qui est vraiment d'une inventivité et d'une très grande beauté. C'est quelqu'un qui a une force lumineuse en elle, c'est-à-dire que après avoir traversé autant de souffrances et une succession de difficultés, elle va être capable de puiser en elle une beauté, de la création, de l'inventivité, de la fantaisie, de la légèreté, pour pouvoir survivre. Et en ce sens, pour moi, elle est vraiment aussi un très grand exemple de féminité, de femme. Et voilà, donc je suis très... déjà pour moi, c'est très émouvant que le livre soit sorti, que les lecteurs s'en emparent depuis quelques semaines, et j'échange avec eux sur Charlotte Salomon, enfin. Et ce soir, voilà, c'est la première lecture de ce texte, donc c'est un moment magique pour moi, mais comme j'en vis souvent à Nancy, c'est un peu mon son et lumière à moi, quoi, en avance, quoi. Alors voilà, je vous demande vraiment d'accueillir avec tout, avec la même admiration que j'ai pour cette grande actrice qui connaît bien Nancy, puisqu'elle a tourné ici il y a longtemps, que je t'aime, pour lequel elle avait eu un César parfaitement mérité. Et voilà, je suis très, très honoré que Elsa Zilberstein vienne lire ce texte. Et juste après, je resterai quelques minutes si vous avez des questions sur la vie de Charlotte ou sur le texte. Je serai très heureux de partager avec vous encore. Voilà. Je vous remercie beaucoup, beaucoup vraiment d'être là, et accueillez comme il se doit Elsa. Merci beaucoup. Bonsoir, je suis très heureuse d'être là.
C'est une ville particulière pour moi. J'ai vécu plein de belles choses ici avec Philippe Claudel. Charlotte a appris à lire son prénom sur une tombe. Elle n'est donc pas la première Charlotte. Il y a eu d'abord sa tante, la sœur de sa mère. Les deux sœurs étaient très unies jusqu'à un soir de novembre 1913. Francisca et Charlotte dansent ensemble, chantent, rient aussi. Ce n'est jamais extravagant, il y a une pudeur dans leur exercice du bonheur. C'est peut-être lié à la personnalité de leur père. La mère est plus douce, mais d'une douceur qui confine à la tristesse. Sa vie a été une succession de drames. Il sera bien utile de les énoncer plus tard. Donc pour l'instant, restons avec la première Charlotte. Elle est belle, avec de longs cheveux noirs, comme des promesses. C'est par la lenteur que tout commence. Progressivement, elle fait tout plus lentement. Manger, marcher, lire. Quelque chose ralentit en elle, sûrement une infiltration de la mélancolie dans son corps. Une mélancolie ravageuse dont on ne revient pas. Le bonheur devient une île dans le passé, inaccessible. Et personne ne remarque l'apparition de la lenteur chez Charlotte. C'est bien trop insidieux. On compare les deux sœurs. L'une est simplement plus souriante que l'autre. La jeune fille vient d'avoir 18 ans. Elle marche rapidement vers sa destination, un pont qu'elle adore, un lieu secret de sa noirceur. Elle sait depuis longtemps qu'il sera le dernier pont, dans la nuit noire, sans témoin. Elle saute, sans la moindre hésitation. Elle tombe dans l'eau glaciale, faisant de sa mort un supplice. Quelques mois passent ainsi, dans l'impossibilité de prendre part au monde. Une longue période de mutisme. Parler, c'est risquer d'évoquer Charlotte. Elle se cache derrière chaque mot. Seul le silence peut soutenir la marche des survivants. Jusqu'au moment où Francisca pose un doigt sur le piano. Elle joue un morceau. Elle chante doucement. Le pays entre en guerre. C'est peut-être mieux. Le chaos et les justes décors à leur douleur. Pour la première fois, le conflit est mondial. Des millions d'hommes se précipitent vers leur fin. L'avenir se dispute dans de longs tunnels creusés dans la terre. Francisca décide alors de devenir infirmière. Elle veut soigner les blessés, guérir les malades, ranimer les morts. Elle veut se sentir utile, bien sûr. Elle se vit chaque jour avec le sentiment d'avoir été inutile. Elle n'a simplement plus peur de la mort. Au cœur des combats, elle rencontre Albert Salomon. C'est l'un des plus jeunes chirurgiens. Il est très grand, très concentré. Un de ces hommes qui, même immobile, semble pressé. Il dirige un hôpital de circonstance. Heureusement, un événement va modifier l'histoire. En pleine opération, Albert éternue. Son nez coule, il doit se moucher, mais ses mains examinent les boyaux d'un soldat. Francisca approche alors un mouchoir, et à cet instant précis, il la regarde. Enfin, 1 an plus tard, Albert prend son courage à 2 mains. Ses 2 mains de chirurgien. Il va voir les parents de Francisca. Ils sont si froids qu'il en perd ses moyens. Pourquoi est-il venu? Ah oui, c'est vrai, il veut demander leur fille en mariage. Demander quoi? Grogne le père. Les parents finissent par céder. Ils forcent leur caractère pour se réjouir un peu, pour renouer avec le sourire. Ils vont jusqu'à acheter des fleurs. Il y a si longtemps qu'on n'a pas vu de couleur dans leur salon. C'est une forme de renaissance par les pétales. Pourtant, au mariage, ils affichent des mines d'enterrement. Dès les premiers jours, Francisca reste seule. Pourquoi appelle-t-on ça la vie à 2? Albert est reparti pour le front, la guerre s'enlise, elle paraît éternelle. C'est une boucherie dans les tranchées. Pourvu que son mari ne meure pas, elle ne veut pas être veuve, déjà qu'elle est... Tiens, quel mot on utilise quand on perd sa sœur? Il n'y en a pas, on dit rien. Le dictionnaire est parfois pudique, comme lui-même, effrayé par la douleur. Alors qu'il soigne un blessé, Albert reçoit une lettre. Face à son visage livide, un infirmier s'y inquiète. « Ma femme est enceinte », soupire-t-il. Les mois suivants,
Il tente de revenir à Berlin le plus souvent possible. Mais la plupart du temps, seule avec son ventre. Elle se promène le long des couloirs. Elle parle déjà à son enfant, tellement pressée de mettre un terme à sa solitude. La délivrance a lieu 16 avril 1917. C'est l'apparition d'une héroïne. Comment elle n'accepterait pas sa naissance? Francesca veut l'appeler Charlotte, en hommage à sa sœur. Albert refuse qu'elle porte le prénom d'une morte, et encore moins d'une suicidée. Francesca s'indigne, pleure, s'exaspère. C'est une façon de la faire vivre encore, pense-t-elle. Je t'en prie, sois raisonnable, répète Albert. Rien à faire. Il sait qu'elle ne l'est pas. C'est aussi pour ça qu'il l'aime, pour sa douce folie, pour cette façon de ne jamais être la même femme. Elle est tour à tour libre, soumise, fiévreuse, éclatante. Il sent que ce combat est inutile, donc ce sera Charlotte. Francesca aime se promener avec sa fille. Elle l'emmène jusqu'au cœur de Berlin. La petite Charlotte observe les corps abîmés et mutilés. Elle est effrayée de toutes ces mains qui se tendent vers elle, une armée de mendiants. Elle baisse les yeux pour ne pas voir les visages cassés. Puis il faut aller au cimetière pour ne jamais oublier. Charlotte comprend tôt que les morts font partie de la vie. Elle touche les larmes de sa mère, qui pleure sa sœur, comme au premier jour de sa disparition. Certaines douleurs ne passent jamais. Sur la tombe, Charlotte lit son prénom. Elle veut savoir ce qui s'est passé. Sa tante s'est noyée. Elle ne savait pas nager? C'est un accident? Francesca change vite de sujet. Tel est le premier arrangement avec la réalité, le début du théâtre. Alors Albert désapprouve ses promenades au cimetière. Pourquoi y emmènes-tu Charlotte si souvent? C'est une attraction morbide? Il lui demande d'espacer les visites, de ne plus emmener leur fille. Mais comment vérifier? Il n'est jamais là. Il ne pense qu'à son travail. Il faut se méfier d'un homme qui travaille trop. Que cherche-t-il à fuir? Le comportement de sa femme est de plus en plus instable. Il constate chez elle des instants d'absence. On la dirait parfois même en vacances d'elle-même. On se dit qu'elle est rêveuse. On cherche souvent de jolies raisons aux étrangetés des autres. Pendant des jours entiers, elle reste allongée sur le lit. Et puis subitement, elle redevient elle-même. D'une minute à l'autre, elle sort de sa léthargie. Sans la moindre transition, elle emmène Charlotte partout, dans la ville, dans les jardins, aux zoos, dans les musées. Il faut se promener, il faut lire, il faut jouer au piano, il faut chanter, il faut tout apprendre. Dans les moments de vie, elle aime organiser des fêtes, elle veut voir du monde. Et ces soirées, Albert les aime. C'est si beau cette façon qu'elle a de bouger les lèvres. On dirait qu'elle converse avec les notes. Pour Charlotte, la voix de sa mère est une caresse. Lorsqu'on a une mère qui chante si bien, rien ne peut vous arriver. Charlotte a 8 ans, quand l'état de sa mère empire. Les phases dépressives s'éternisent. Elle n'a plus goût à rien. Elle se sent inutile. Alors Albert implore sa femme, mais les ténèbres sont déjà assises dans leur lit. « J'ai besoin de toi, dit-il. Charlotte a besoin de toi. » Elle s'endort pour cette nuit, mais se relève. « Je veux voir le ciel, elle dit. » Souvent, elle raconte à Charlotte qu'au ciel, tout est plus beau. Elle ajoute, « Quand j'y serai, je t'enverrai une lettre pour te raconter. » L'au-delà devient une obsession. « Tu ne veux pas que maman devienne un ange? Ce serait prodigieux, n'est-ce pas? » Charlotte se tait. Un ange. Francesca en connaît un, sa sœur, qui a eu le courage d'en finir. La mort de la promesse. Francesca estime qu'il y a une hiérarchie dans l'horreur, un suicide
quand on a un enfant, c'est un suicide supérieur. Dans la tragédie familiale, elle pourrait occuper la première place. Qui contesterait la suprématie de son saccage? Les Grunewald dînent dans la grande salle à manger. L'infirmière traverse la pièce, s'assoit près d'eux un instant, et subitement, la mère est foudroyée par une vision. Franziska seule dans sa chambre, qui s'approche de la fenêtre. Elle se lève précipitamment, court vers sa fille. Elle ouvre la porte, juste à temps pour voir le corps basculer. Elle hurle de toutes ses forces, c'est trop tard. Un bruit sourd. La mère avance, tremblante. Franziska baigne dans son sang. Quand on lui annonce la nouvelle, Charlotte se tait. Une grippe foudroyante a emporté sa mère. Elle pense à ce mot, grippe. Un mot et tout est fini. Des années plus tard, elle apprendra enfin la vérité, dans une atmosphère de chaos général. Pour l'instant, elle réconforte son père. « Ce n'est pas grave, dit-elle. Maman m'avait prévenue, elle était devenue un ange. Elle disait toujours, comme c'est beau d'être au ciel. » Albert ne sait pas quoi répondre. Il voudrait y croire aussi, mais il connaît la vérité. Sa femme l'a laissé seule avec sa fille. Partout les souvenirs le traquent, dans chaque pièce, à travers chaque objet, elle est là. Sa mère a promis de lui envoyer une lettre une fois qu'elle serait dans le ciel. Alors il faut rester ici. Sinon maman ne pourra pas nous retrouver, dit la petite fille. Chaque soir, elle attend pendant des heures, assise sur le rebord de la fenêtre. L'horizon est sombre et ténébreux. C'est pour cela que la lettre de sa maman ne trouve pas le chemin. Les jours passent sans aucune nouvelle. La petite fille devient sauvage. Son père engage des nounous qu'elle fait tout pour décourager. Elle hait quiconque tente de s'occuper d'elle. La pire de toutes, c'est Madame Stackard, une dinde vulgaire. Charlotte est la fille la plus mal élevée qu'elle ait connue. Heureusement, lors d'une excursion, elle tombe dans une crevasse. Elle crie de douleur, la jambe cassée. Charlotte est aux anges. Enfin débarrassée. Mais avec As, tout est différent. Charlotte l'aime immédiatement. Comme Albert n'est jamais là, elle vit pratiquement à demeure. Quand elle se lave, Charlotte se lève pour les pieds. Elle est fascinée par le volume de sa poitrine. C'est la première fois qu'elle voit des seins aussi impressionnants. Ceux de sa mère étaient tout petits. Et les siens, comment ils seront? Elle voudrait savoir ce qui est préférable. Alors elle croise sur le palier un voisin de son âge et elle l'interroge. Il paraît très surpris. Avant de répondre finalement, des gros seins. As a donc de la chance, mais elle n'est pas très jolie. Elle a un visage un peu bouffi et des poils au-dessus de la bouche. Enfin, pour pas dire une sorte de moustache. Charlotte retourne alors vers son voisin. Est-il mieux d'avoir des gros seins avec une moustache ou des petits seins avec un visage d'ange? Le voisin hésite à nouveau. Avec sérieux, il répond que la seconde solution lui paraît la meilleure. Charlotte observe souvent le piano. Elle est incapable de le toucher. Elle voit encore les mains de sa mère sur le clavier. Sur l'instrument, le passé est vivant. Charlotte a le sentiment que le piano peut la comprendre, partager sa blessure. Il est comme elle, orphelin. Chaque jour, elle regarde la partition restée ouverte. La dernière que sa mère a jouée, c'était Bach. Nous sommes maintenant en 1930. Charlotte est devenue une adolescente. Les gens aiment à dire qu'elle est dans son monde. Être dans son monde. Cela engendre quoi? La rêverie, la poésie, sûrement, mais aussi un étrange mélange de dégoût et de béatitude. Charlotte peut sourire et souffrir en même temps. Charlotte a peur d'être délaissée. Le mieux est d'éviter de nouer des relations. Rien ne dure. Il faut vivre à l'abri des déceptions possibles. Et puis non, c'est ridicule.
Elle voit ce qui arrive à son père. Il est devenu gris à force de s'écarter des autres. Elle l'encourage à sortir. Lors d'un dîner, il se retrouve face à une cantatrice célèbre. Alors Albert raconte à Charlotte sa rencontre avec Paula. Émerveillée, elle insiste pour qu'il l'invite à dîner. Oh, ça serait un tel honneur! Le fameux soir, Charlotte met sa plus belle robe, la seule qu'elle aime à vrai dire. Charlotte découpe chaque article concernant Paula. Elle la fascine. Ça fascine qu'on puisse être aimé ainsi. Elle aime entendre les applaudissements dans la salle. Elle se sent fière de connaître personnellement l'artiste. Charlotte raffole de la chaleur du public. Le bruit de l'admiration est fabuleux. Paula partage avec la jeune fille l'amour qu'elle reçoit. Elle lui montre les fleurs, les lettres. Tout cela prend la forme d'une étrange consolation. La vie danse, accélère les jours. Tout paraît souvent frénétique. Albert demande à sa fille ce qu'elle pense de Paula. Oh, je l'adore, tout simplement. C'est donc parfait, car nous avons décidé de nous marier. Le mariage se déroule à la synagogue. Élevée par un père rabbin, Paula est pratiquante. Le judaïsme a eu que peu d'importance dans la vie de Charlotte. On pourrait même dire aucune. Son enfance repose sur une absence d'orientation juive, pour reprendre les mots de Walter Benjamin. Ses parents ont mené une vie laïque. En janvier 1933, la haine accède au pouvoir. Paula n'a plus le droit de se produire en public. Pour Albert, la mort professionnelle survient également. Les soins médicaux dispensés par des juifs ne sont plus remboursés. Il se voit retirer sa licence d'enseignement, lui qui venait de faire des découvertes majeures. Les violences se généralisent, on brûle les livres. Chez les Salomon, on se retrouve le soir, entre artistes, intellectuels, médecins. Certains persistent à croire que ça passera. Ce sont les conséquences logiques d'une crise. Il faut toujours des responsables au malheur d'un pays. Chanteurs, acteurs, danseurs, professeurs, respirent. Être sur scène, c'est vivre. Paula ne sera pas réduite au silence. Elle pourra encore donner des récitals dans un théâtre pour juifs, avec un public juif. La version culturelle du ghetto. Ce système va durer quelques années, en étant de plus en plus encadré, contrôlé, étouffé. Charlotte ne croit plus que la haine puisse être passagère. Il ne s'agit pas de quelques illuminés, mais de toute une nation. Une meute assoiffée de violence dirige le pays. Au début du mois d'avril s'organise le boycott des biens juifs. Elle assiste au défilé dans la rue, au saccage des boutiques. Qui achète chez un juif est un porc, lit-elle. Les slogans sont scandés avec rage. Peut-on imaginer la terreur de Charlotte? Les grands-parents de Charlotte partent souvent l'été. Ils entreprennent cette année un long voyage culturel en Italie. Ils veulent emmener leur petite fille. Malgré les inquiétudes liées au passé, son père et Paula n'hésitent pas. Elle sera bien heureuse, loin de l'abîme. Et pour Charlotte, ce voyage sera fondamental. Ses grands-parents sont férus de civilisation ancienne. Tout ce qui ressemble à un vestige, ils éprouvent une fascination particulière pour les momies et pour la peinture, bien sûr. Charlotte parfait sa connaissance, découvre de nouveaux horizons. Devant certains tableaux, son cœur bat, comme pour un amour. Cet été 1933, c'est la réelle naissance de son évidence. Il existe un point précis dans la trajectoire d'une artiste. Le moment où sa propre voix commence à se faire entendre. La densité se propage en elle, comme du sang dans de l'eau. Charlotte se met à dessiner de plus en plus. Elle rêve d'intégrer les beaux-arts. Elle marche parfois jusque devant l'académie. Elle regarde les élèves sortir avec leurs cartons à dessin. Elle lève la tête.
Un immense drapeau nazi flotte au sommet de l'édifice. Son père lui dit que ce sera compliqué d'intégrer l'académie. Il n'accepte qu'un quota très faible de juifs, à peine 1%. Il la pousse plutôt à s'inscrire dans une école de stylisme. Là, les sémites sont tolérés. Ce serait artistique tout de même. Elle pourrait créer des vêtements. Alors elle acquiesce à contre-cœur. Après tout, elle a renoncé à décider comment mener sa vie. Mais ces quelques heures renforcent sa vocation. Elle veut peindre. Ses premiers tableaux sont prometteurs, c'est vrai. Albert décide de lui offrir des cours particuliers. Une bonne formation, c'est essentiel, dit-il. Oui, c'est essentiel pour l'avenir. Les cours se révèlent pitoyables. La professeure semble penser que la peinture s'est arrêtée en 1650. Alors Charlotte s'exécute docilement. Après tout, c'est un sacrifice financier de la part de son père. Mais l'ennui est incommensurable. Ce n'est pas de la peinture, c'est de la photographie. Pendant des semaines, Charlotte enchaîne les natures mortes et s'arrête sur cette expression. Nature morte. Comme moi, pense-t-elle. Charlotte ne peut pas exprimer ce qu'elle ressent. Pourtant, son dessin s'améliore. Elle trouve une voie entre l'académisme étudié et les modernes. Elle admire profondément Van Gogh et découvre Chagall. Elle vénère Émile Nolde, dont elle vient de lire cette phrase « J'aime qu'un tableau ait l'air de s'être peint lui-même ». Il y a aussi Munch, bien sûr, et Kokoschka, et Beckmann. Plus rien ne compte que la peinture, c'est devenu une obsession. Elle doit à tout prix tenter le concours des beaux-arts. Alors elle se prépare avec acharnement. Le démon progresse en elle. Albert et Paula estiment que sa passion prend une allure inquiétante. Mais non, c'est une réjouissance, au contraire. Charlotte, qui se sentit tellement perdue, a trouvé son chemin. Elle présente enfin son dossier pour les beaux-arts. Le professeur, Ludwig, est intrigué par son style. Il pressent chez cette candidate un très fort potentiel. Il tient à ce qu'elle intègre l'académie, mais si peu de juifs sont admis. Le jour de la commission d'admission, la tension est palpable. Le talent de Charlotte est évident. Mais il est hors de question qu'elle pénètre au sein de l'établissement. C'est beaucoup trop risqué. Et en quoi est-ce risqué? Elle pourrait être une menace pour les jeunes ariens. Elle est juive et séductrice et perverse. On analyse ainsi la potentielle menace que représente Charlotte. On ne parle pas une seule seconde de son talent. L'insistance de Ludwig finit par triompher. C'est un fait unique. Charlotte Salomon, exclue de toutes parts, est admise. Elle va étudier à l'Académie des Beaux-Arts de Berlin. Avec un bonheur boulimique, elle se plonge dans le travail. Les professeurs apprécient sa rigueur, son inventivité. Ils lui reprochent parfois son mutisme. Il faudrait savoir ce qu'ils veulent. On lui demande d'être discrète, d'éviter de parler aux autres. Pourtant, elle se fait une amie. Barbara, la belle blonde, l'arienne par excellence. « Je suis si belle, Heil Hitler », dit Barbara. Le soir, elles aiment rentrer ensemble. Charlotte écoute les confidences de son amie. Elle lui parle de son amoureux. La vie paraît si merveilleuse. Si seulement Charlotte pouvait être un peu Barbara. Aux Beaux-Arts, progressivement, la liberté artistique se restreint. Les professeurs sont soumis à des contrats plus stricts. Les nazis ont décidé de mater aussi les pinceaux. Les milices font parfois irruption dans le hall. Elles restent là, humant le parfum de la décadence. Il faut tout simplement éradiquer l'art moderne. Comment peut-on oser peindre autre chose que des paysans blonds? Il faut glorifier des athlètes, mettre en valeur les forces, la virilité, et certainement pas les corps hallucinés, tordus, déchirés de Beckmann. Quelle horreur, cet artiste! L'essence même de l'art dégénéré. Beckmann, génie allemand, décide de quitter son pays en 1937. Ainsi défini, l'art dégénéré est au cœur d'une grande rétrospective. Il s'agit de montrer ce qu'il est interdit d'aimer. Il faut éduquer l'œil,
façonner l'armée du goût. Et surtout, désigner les coupables de la décadence. Il y a foule pour vomir la juiverie artistique. Après les livres brûlés, les tableaux couverts de crachats, au milieu des œuvres, on expose des gribouillis d'enfants ou des tableaux peints par des handicapés mentaux. Telle est la mise en scène de l'exécution de l'art moderne. Un événement majeur dans la vie de Charlotte advient maintenant. Cet événement, c'est un homme. On ne peut pas vraiment dire qu'Alfred Wolson soit beau ou laid. Certains physiques ressemblent à une question sans réponse. On sait juste qu'on ne peut pas détourner le regard. Quand il est là, on ne voit que lui. Alfred marche directement vers le piano. Il devance Paula, comme s'il était déjà chez lui. Il effleure l'instrument, et seulement alors il enlève son manteau. Il tourne la tête vers son hôtesse, il la regarde droit dans les yeux. Vous devez m'engager, c'est nécessaire. Vous chantiez mieux avant, vous savez, au début de votre carrière. La routine du succès vous aura endormi. Votre dernier disque est affreusement mécanique. Je peux vous le dire franchement, il n'a pas d'âme. Vous êtes immense, mais ça ne suffit pas. Je vais faire de vous la plus grande cantatrice du monde. Mes méthodes sont révolutionnaires, vous allez voir. Enfin, vous allez entendre. Mais comment peut-il oser ? Comment peut-il débarquer comme ça, débiter tant de certitudes ? Pourtant, il n'a pas complètement tort. Paula sent que son rapport à la musique est devenu raisonnable. Que s'est-il passé ? Est-ce à cause de la situation politique ? Ou bien du succès qui anesthésie tout ? Alfred prend un risque considérable, mais il a absolument besoin d'un emploi. Le cours d'Alfred fini, Alfred pénètre dans la chambre de Charlotte. Elle dessine à son bureau, mais se fige à l'arrivée de son visiteur. Il observe la pièce dans les moindres détails. Vous avez étudié aux Beaux-Arts ? Oui ? Oui. C'est le premier mot qu'elle adresse à cet homme. Alors Alfred se met à lui poser plein de questions. Quels sont vos peintres préférés ? A-t-elle une couleur favorite ? Aime-t-elle la Renaissance ? Soutient-elle les dégénérés ? Va-t-elle souvent au cinéma ? Il parle trop vite, les mots se chevauchent dans sa bouche. Alors Charlotte est perdue, elle mélange les réponses, elle répond mauve quand on lui demande si elle a vu Métropolis. Alfred examine les esquisses de Charlotte. Elle se sent envahie par la peur. Son corps tremble, mais de l'intérieur. Vous avez un talent au-dessus de la moyenne. Un compliment. Qui peut paraître un peu faible, mais que Charlotte considère comme un encouragement. Cet homme est dans sa chambre. Il est attentif. Un dessin attire l'œil du professeur. Qu'avez-vous représenté ici ? C'est inspiré d'un poème de Matthias Claudius. Enfin, c'est le livre de Schubert. Enfin, j'ai illustré La jeune fille et la mort. Alfred semble troublé, avant de dire simplement « Ah, la jeune fille et la mort, c'est nous ?» Il demeure un instant dans le silence. 1 minute plus tard, elle voit le professeur dans la rue. Va-t-il se retourner pour la regarder ? Mais non, c'est absurde. Il a déjà dû l'oublier. Il est entré comme ça pour dire bonjour. C'est juste une question de politesse. Sa façon de regarder ses dessins, c'était ça aussi. Un pur moment de courtoisie. Il avait l'air sincère pourtant. Elle ne sait pas, elle ne sait plus. Alors qu'elle n'y croit plus, Alfred réapparaît. Sans frapper, il s'invite dans la chambre. Elle relève la tête. « J'espère que je ne vous dérange pas. Non, je rêvais. Ah, j'ai une proposition à vous faire, enchaîne-t-il. Le ton est grave, presque autoritaire. Charlotte ouvre grand ses yeux. Voilà, c'est délicat.
J'ai écrit un texte, enfin disons un texte très personnel. Oui, ce livre ne parle que de moi. Il me semble qu'une œuvre doit révéler son auteur, non? Enfin, j'ai rien contre la fiction, mais bon, c'est du pur divertissement tout ça. Les gens ont besoin de se divertir, bien sûr, mais c'est leur façon de ne pas voir la réalité, enfin, c'est pas important. Bon, nous possédons le sens du désordre, vous trouvez pas? Rien n'est plus important, vous comprenez? C'est à nous de décider du moment propice du chaos. C'est à nous de décider de la mort, bien sûr. Il me reste la liberté de marcher sur la tête. Et vous aussi, n'est-ce pas? Alfred marque une pause. Tout ce qu'il demandera, Charlotte le fera. Sa présence suffit à rendre chaque instant intense. Je voudrais que tu illustres mon roman. Il la tutoie subitement. Charlotte lit plusieurs fois le texte d'Alfred. Il évoque le temps passé sous un cadavre. On peut tout quitter, sauf ses obsessions. De nombreuses scènes semblent sortir des ténèbres. Elle voit de la beauté à l'expression de la peur. N'est-elle pas elle-même effrayée en permanence? Quand elle marche, quand elle parle, quand elle respire, elle est interdite de parc, de piscine. Sa ville entière est un champ de bataille, une prison pour son sang. Dans 2 semaines, au café près de la gare, ils ont rendez-vous. Ils se verront sans que Paula le sache. Le jour venu, elle s'applique un petit peu de rouge à lèvres sur les lèvres. Va-t-il se moquer d'elle? De son envie de féminité? Elle s'essuie finalement la bouche, avant de se remaquiller à nouveau. Elle ne sait pas comment il faut faire pour qu'un homme la trouve belle. Personne ne la regarde jamais. Ou alors, c'est qu'elle ne remarque rien. Barbara lui a dit que Klaus la trouvait jolie. Mais non, il n'a pas dit jolie, il a dit que son visage avait beaucoup de force. Mais ça veut dire quoi? Charlotte s'en moque, ce qu'elle veut, c'est plaire à Alfred. Charlotte, tu sais, il ne faut rien attendre de moi. Est-ce que tu m'entends? Charlotte hoche la tête doucement. Si l'on me brusque, je ne peux rien donner. Et je ne supporte pas l'idée d'être attendue quelque part. La liberté est le slogan des survivants. Alfred pose une main sur la joue de Charlotte, avant de dire merci. Merci pour tes dessins, vraiment. Ils sont naïfs, approximatifs, inaboutis. Mais je les aime pour la puissance de leurs promesses. Je les aime, car j'ai entendu ta voix en les regardant. J'ai ressenti une forme de perte, une incertitude aussi. Alors Alfred repart en lui serrant la main. Il a compris que Charlotte s'était livrée entièrement. Pour la première fois, ses dessins ont été dictés par la nécessité. Elle n'a pas exécuté, mais elle a vécu l'œuvre. Ce moment est fondateur pour la jeune fille. L'homme qu'elle aime a posé des mots sur sa frénésie. Ce qu'elle vient de vivre l'enivre. Elle sait maintenant où aller. Elle sait où se cacher, où s'abriter de la haine. Peut-elle s'avouer qu'elle se sent artiste? Artiste. Elle répète ce mot, artiste. Sans être réellement capable de le définir, peu importe. Les mots n'ont pas toujours besoin d'une destination, on les laisse s'arrêter aux frontières des sensations, errant sans tête dans l'espace du trouble. C'est bien là le privilège des artistes, vivre dans la confusion. Alors elle tourne en rond dans sa chambre, elle saute sur son lit, elle rit idiotement. Son destin lui paraît fabuleux à cet instant. La démesure s'empare d'elle, sous la forme d'une fièvre bien réelle. Charlotte est bouillante. Charlotte oublie le reste du monde, l'inquiétude des siens. Quand elle rentre, son père l'attend dans le salon. « Mais tu étais où ?» Il sait que la nuit, tout peut arriver. Elle peut se faire contrôler, on peut l'embarquer, on peut la frapper, on peut la torturer, la violer, la tuer. Elle s'excuse, mais ne parvient pas à pleurer. Elle se contente de balbutier qu'elle rêvait. C'est le premier alibi qui lui vient. Paula s'approche pour apaiser la situation. « Ne nous fais plus jamais ça.
Si tu veux rêver, viens rêver ici. Alors Charlotte promet de faire attention. Elle a 21 ans, elle voudrait être libre. Le moindre de ses souffles doit être planifié. Toute improvisation est interdite. Mais au fond, plus rien ne compte ce soir. Elle est heureuse. Elle pourrait vivre en prison tant qu'il est là. Au moment d'embrasser son père, elle sourit. Le visage de Charlotte s'illumine. Alfred prend la main de Charlotte. Allons faire un tour en barque. Il va sûrement pleuvoir, répond-elle. Et alors? Ah, la pluie est-elle vraiment un danger en Allemagne? Ils montent dans l'embarcation. Ils se laissent dériver le long du grand lac. Le ciel s'obscurcit, telle la pénombre dans une chambre. Charlotte s'allonge. Elle éprouve encore plus de plaisir au mouvement de l'eau. Elle pourrait dériver à jamais. Sa position rappelle à Alfred une œuvre de Michel-Ange, une sculpture qui s'appelle La Nuit. Un idéal face à lui. L'orage se met à gronder. Le monde est purifié par le tonnerre, dit-il. Il s'approche d'elle pour l'embrasser. Perdus dans leur baiser, ils n'entendent pas. Un homme leur crie de revenir. Ils sont fous de rester sous le déluge. Enfin, ils reviennent à la réalité. Le bateau est plein d'eau. Il faut vite regagner la rive. Avec ses mains, Charlotte tente de vider l'eau, tandis qu'Alfred rame. Ils parviennent heureusement au rivage. Ils descendent en riant, sous le regard effaré du loueur. Ils quittent alors le parc en courant. La pluie fait d'eux des fugitifs. Elle accepte d'aller chez lui. Trempés, ils pénètrent dans le taudis. Le décor n'a aucune importance. Il y a des piles de livres au sol. Il lui dit de se déshabiller pour ne pas attraper froid. Elle s'exécute, sans même réfléchir. Elle pensait avoir peur, mais c'est le contraire. Elle sent l'audace monter à la mesure du désir. Il prononce Charlotte plusieurs fois. Charlotte, Charlotte. Elle aime son prénom dans sa bouche. Charlotte encore. Elle est nue, debout. Il descend le long de son corps. Avec des baisers. Une promenade perdue entre la douceur et le supplice. Ces errances folles sont pourtant si précises. Elle effleure déjà la consécration sensuelle. Charlotte se cambre avec des oui. Alfred, mon amour. À son tour, il se dévêt. Il s'avance vers le lit. Ils sont passés d'un monde à l'autre, sans la moindre transition. Certaines incertitudes aboutissent à des évidences. Ils s'enlacent, et c'est acide, presque des morsures de l'envie. Il observe la jeune femme nue et offerte, telle une preuve giflée par la vie. Il peut parler, il peut rêver, il peut chanter, il peut écrire, il peut créer, il peut mourir, mais c'est le seul instant qui vaut la souffrance, le vice sous l'apparence de l'innocence. Le reste n'a aucune importance. Alfred le sait doublement. C'est un artiste et c'est un homme. Alors qu'elle se sentait forte, c'est un ravage. Le corps de Charlotte se met à trembler. Il y a des ombres sur son visage. C'est le passé qui prend la fuite. Effrayée par l'hégémonie totale du maintenant, elle s'abandonne avec plus de force encore et parle de son bonheur. C'est toujours dangereux de sortir le soir. On peut être contrôlé, bien sûr. Mais le risque n'est pas si grand. Un sourire peut parfois tenir lieu de papier. Surtout quand on possède l'apparence d'une Arienne. C'est le cas de Charlotte. Charlotte a des cheveux châtains, clairs. Et ses yeux aussi sont clairs. Sans ce mauvais sang
Elle serait libre de vivre. Elle marche dans la nuit noire. Le déchaînement est total. C'est ainsi que débute la nuit de cristal. Du 9 au 10 novembre 1938, on profane des cimetières, on réduit à néant les biens, des milliers de magasins sont saccagés, les marchandises pillées, on force certains à chanter devant les synagogues en feu, on brûle leurs barbes, d'autres sont battus à mort sur des scènes de théâtre où les cadavres s'entassent comme des déchets, des milliers d'hommes sont internés dans des camps, des milliers, dont le père de Charlotte. Tout le monde cherche à fuir, mais où? Comment? Les frontières sont fermées. Seule Charlotte pourrait partir. À 22 ans, c'est possible. Une sortie de territoire ne nécessite pas de passeport. Il lui reste quelques mois. Charlotte ne veut pas partir comme ça, sans revoir son père. À vrai dire, c'est une excuse. Elle ne partira jamais, pour la simple raison qu'elle ne quittera jamais Alfred. Au bout de 4 mois, Albert est libéré du camp. Il rentre chez lui, mais il n'est plus le même. Horriblement amaigri, hagard, il s'allonge sur le lit. Paula tire les rideaux et le laisse dormir. Charlotte est sous le choc. Son père lui demande de la voir. Il lui prend la main. « Je t'en prie, tu dois partir. » Une larme s'échappe de son œil. Mais c'est la première fois qu'elle voit son père pleurer. Le monde vacille sur son visage. Charlotte sort son mouchoir pour sécher la larme. Et Albert pense subitement à Francesca. Cette scène, elle fait écho à celle de leur rencontre, quand elle a pris son mouchoir pour le moucher, alors qu'il était en pleine opération près du champ de bataille. Les deux scènes résonnent en lui, la mère et la fille, réunies par ce geste. Et il comprend que c'est la fin du mouvement. Par ce geste, Charlotte accepte de partir. Elle se rend seule au cimetière pour dire au revoir à sa mère. Alors pendant des mois, elle a cru qu'elle était devenue un ange. Elle imaginait sa mère dans le ciel de Berlin, avec les ailes du désir. Tout est fini maintenant. Charlotte est face à la réalité. Le ciel est vide. Et le corps de sa mère se décompose ici. Cette tombe renferme ses ossements. Sur le quai de la gare, de nombreux policiers patrouillent. Charlotte est entourée d'Albert, de Paula et d'Alfred. Elle doit cacher son émotion. Une effusion appuyée attirerait les regards. On interrogerait le trio. Pourquoi pleure-t-elle autant, cette jeune fille? Non, il faut rester digne et droite. Charlotte, elle voudrait crier sa souffrance. C'est impossible, elle quitte tout. Elle quitte ses souvenirs, elle quitte son enfance, elle quitte sa vie. Et surtout, elle le quitte lui. Son grand, son unique amour. Lui qui est tout à ses yeux. Son amant, son âme. Alfred cache difficilement son trouble. Alfred rapproche sa bouche de l'oreille de Charlotte. Elle pense qu'il va dire « je t'aime », mais non. Il murmure une phrase plus importante, une phrase à laquelle elle pensera sans cesse, qui sera l'essence de son obsession. « Puisses-tu ne jamais oublier que je crois en toi ?»
Merci Elsa. Un grand merci, vraiment. Et je trouve que c'est vraiment aussi merveilleux que tu te sois arrêté sur cette scène. Ça m'est venu comme ça en Ouais. fait. J'allais continuer, puis en fait c'était évident qu'il fallait s'arrêter là. Oui, tout à fait, parce que c'est une scène qui est incroyablement forte et romanesque, où justement, en fait, Alfred dit à Charlotte, si tu ne quittes pas l'Allemagne, je ne te reverrai plus. Donc il l'oblige à quitter l'Allemagne, elle quitte tout, donc sa famille, sa vie et son grand amour, et il lui dit cette phrase sur laquelle tu as fini, qui est pour moi une phrase clé et si forte du destin de Charlotte. Puisses-tu ne jamais oublier que je crois en toi. Et finalement, plus tard, quand elle va composer son œuvre, elle va dessiner le visage d'Alfred des centaines de fois, d'une manière obsessionnelle, pour le faire revivre. Et surtout, on peut traverser finalement toutes les douleurs et les difficultés. Il suffit qu'une seule personne, une personne majeure, celle que l'on aime, si cette personne croit en nous, elle nous donnera la force. Et cette phrase-là, elle est plus belle que toutes les déclarations d'amour. Puisses-tu ne jamais oublier que je crois en toi. C'est vrai. Bon, je ne sais pas si on va vraiment parler après tout ça, mais vraiment, merci encore Elsa. Rien, merci à vous. Voilà, je ne sais pas si vous avez envie de poser quelques questions sur la vie de Charlotte. Sinon, ça sera avec grand plaisir qu'on se retrouve voilà, d'une manière plus informelle, voilà, comme vous voulez. En tout cas, ça ferait un grand film, hein, n'est-ce pas Elsa? Oui, je suis sûre. C'est sûr. Bon, c'est très difficile d'enchaîner. C'est pas facile. Alors, je vais, plutôt que tout de suite parler de Charlotte, je voulais m'adresser à Elsa. Je voulais lui dire qu'il y a quelques années, je l'ai vue au théâtre dans La Preuve, au théâtre des Mathurins. Ah oui. Et j'avais été tellement bouleversée par son interprétation que quand j'ai repris la voiture pour rentrer à Metz, je devais sortir à Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux sur l'autoroute et j'ai loupé la sortie de l'autoroute tellement je pensais à la pièce et à votre interprétation bouleversante. Donc ce soir en rentrant, il faudra que je fasse une nouvelle fois attention de ne pas louper la sortie de l'autoroute. Nous sommes absolument bouleversés devant l'écriture, l'interprétation, c'est absolument magnifique. Et je voulais poser, alors c'est un peu difficile d'enchaîner directement derrière, mais je voulais poser une question à David qui me taraude depuis que j'ai lu le livre, puisque moi je l'ai lu avec un œil d'historienne. Et ce qui m'a intéressée dans le livre, c'est la quête de Charlotte et comment on arrive. Et alors, vous aviez un peu évoqué ça cet après-midi, mais sans aller plus loin. Je ne comprends pas que vous vous soyez arrêté à « j'ai presque su qui a dénoncé Charlotte ». Moi, en tant qu'historienne, si j'avais été si près du but, c'est pas possible. C'est pas possible. Pourquoi vous vous êtes arrêté si près alors que les témoins sont là, ils vont disparaître. Voilà. Ce n'est pas du tout mon sujet, c'est pas un livre d'historien ou de voilà, journaliste. J'interroge. Ce que fait référence, c'est qu'en fait, ce livre raconte effectivement la vie de Charlotte, raconte son œuvre, mais raconte aussi mon enquête. Voilà, je raconte tous les moments où je suis allé sur les lieux de sa vie. Et évidemment, je raconte 1943 à Nice, une période que j'ai beaucoup étudiée, puisque Nice et cette région-là étaient sous protection italienne jusqu'au 8 septembre 1943. Et la reddition italienne et l'arrivée des Allemands, où Alois Brunner, un des pires nazis, d'une brutalité inouïe, a semé une terreur dans la région et a poussé les gens à dénoncer effectivement tous les juifs présents. Et Charlotte Salomon, qui était connue de tous, qui était une jeune femme tellement discrète, tellement douce, qui s'occupait des enfants, artiste, a été à ce moment-là dénoncée par la bêtise humaine. Et c'est vrai que moi, j'ai fait... Il y avait beaucoup d'interrogations sur cette époque-là. Je ne veux pas trop raconter non plus, mais j'ai retrouvé... il y a une scène très forte, c'est quand elle a fini son œuvre, après 2 ans, comme ça, enfermée dans une chambre d'hôtel à Saint-Jean-Cap-Ferrat, une œuvre inouïe dont on sent l'urgence. Les derniers dessins sont des croquis, sont des esquisses.
elle sent l'imminence du danger, et elle va donner toute son œuvre à un médecin dans le sud de la France en lui disant cette phrase bouleversante: c'est toute ma vie. Et quelques semaines plus tard, elle sera dénoncée. Et moi, pour mon enquête, j'ai retrouvé la fille de ce médecin qui m'a raconté beaucoup de détails, avec beaucoup de précision. Et alors qu'on discutait des derniers instants de Charlotte Salomon, son mari m'a dit subitement: mais tout le monde sait qui a dénoncé Charlotte Salomon. C'est-à-dire que c'est l'histoire de la collaboration dans tous les villages, dans toutes les villes. Les gens savent qui a dénoncé. Les gens, ça se sait, ça se dit. Quel est mon intérêt, moi, d'aller après taper à la porte du fils ou de la fille du monsieur ou de la femme qui a dénoncé? Ça n'a aucun intérêt. Ça n'est pas mon sujet. Moi, je veux la faire revivre. C'est une héroïne. C'est un livre de romancier. C'est un livre de vie. Moi, je veux montrer que Charlotte Salomon, elle était pleine de vie et pleine de lumière. Ce n'est pas du tout mon propos d'aller... Et puis, quel est l'intérêt, 70 ans après, d'aller voir quelqu'un et lui dire: au fait, ton père, ta mère, ton grand-père, ta grand-mère a dénoncé et a mis à mort une des plus grandes artistes du XXe siècle. Alors qu'à un moment de sa vie où elle touchait enfin au bonheur, puisqu'elle venait de se marier avec un réfugié autrichien et qu'elle était enceinte. Ce n'était pas mon sujet. Ça l'est toujours pas d'ailleurs. Moi, je suis obsédé par Charlotte, je veux tout savoir sur elle. Je veux rencontrer tous les gens qui aiment Charlotte. Mais ça m'a jamais excité, ça m'intéresse pas. Mais bon, par contre, faites bien attention en rentrant à la sortie de route. Ça, j'ai trouvé que c'était un super compliment. Je suis allé vous voir au théâtre et on a ça parfois. Oui, j'étais dans le métro et j'ai loupé ma station. Mais alors là, la sortie de... C'est pas mal comme compliment. J'adore ce que vous faites. À chaque fois que je vous vois, je loupe ma sortie d'autoroute. Merci en tout cas. Voilà, je ne sais pas s'il y a une autre question. Bon. Ah oui, pardon. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Ma curiosité, bien sûr, je suis germaniste et germanophone. Votre livre a éveillé ma curiosité. Je connais Beckmann, je connais Nold. Je ne connaissais pas Charlotte Salomon. Est-ce que vous pourriez me dire et dire à la salle où on peut retrouver ces œuvres pour les voir? Puisque là, on a le texte. Oui. Vous nous parlez de son œuvre qui est lumineuse, mais suite au texte et à votre roman, on aimerait aussi découvrir ses tableaux et son œuvre. Je vous remercie beaucoup pour cette question parce que c'est avec toute mon énergie et toute mon envie qu'on la redécouvre. Alors pour l'instant, il y a très peu de choses, c'est-à-dire que l'œuvre a été léguée au musée juif d'Amsterdam, mais elle n'est pas exposée en permanence. Actuellement, elle est dans une petite exposition dans la banlieue de Chicago. Et d'ailleurs, pour moi, ça a été extrêmement symbolique, mais le jour de la sortie du livre, le 21 août, j'étais dans cette exposition à Chicago. Donc, il y a quelques livres qui ont été, il y a des catalogues, puisque ce qui est magique dans l'œuvre de Charlotte Salomon, c'est qu'elle se lit comme un roman. Ça s'appelle Vie ou théâtre. L'idée que, justement, elle va réinventer sa vie pour pouvoir la surmonter. Et donc, il y a quelques catalogues, mais qui sont en passe de devenir épuisés. Moi, je sais qu'avec le livre, les éditions Gallimard ont envie de publier une version du texte avec les tableaux de Charlotte Salomon. Je suis certain qu'une maison d'édition va republier prochainement le catalogue. Quant aux tableaux, parce que ça reste quand même le degré supérieur de l'émotion, c'est de les voir en vrai. Et quand on est face au tableau, on est attrapé par la nuque et bouleversé par le cheminement de la succession des toiles de Charlotte Salomon. Le livre, c'est exceptionnel pour moi, mais un accueil très fort et suscite l'intérêt au-delà du livre pour Charlotte Salomon. Je suis à peu près certain que d'ici quelques mois, il y aura à nouveau des expositions en France, en Europe et même à Nancy. Ce serait superbe. En tout cas, pour moi, ça serait pour moi la réussite de ce projet qui est celui de ma vie depuis plusieurs années. Pour l'instant, sur le site du musée juif d'Amsterdam, vous pouvez aller voir quand même de nombreuses toiles. Voilà. Bah, écoutez, j'ai vu que vous étiez sur la liste des concourables. Oui. Moi, personnellement, je vous le souhaite. Ah, j'ai cru que vous alliez dire, moi, personnellement, je vote pour vous. Non, non. Je me suis dit, Moi, c'est sympa, il y a un 11e membre du jury. Personnellement, je vous le souhaite et je le souhaiterai pour la redécouverte de l'œuvre de Charlotte Salomon. Je vous remercie, monsieur, vous êtes adorable.
Et puis c'est vrai qu'avec la chance d'être sur la liste du Goncourt, c'est aussi faire partie de la sélection du Goncourt des lycéens. Et donc là, je vais voyager dans de nombreuses villes à la découverte des lycéens et ça va être une émotion aussi très forte pour ce livre. Ils vont découvrir Charlotte. Mais pour l'instant, j'ai le prix Elsa Zilberstein et il est merveilleux. Voilà, oui, peut-être une dernière question. À Auschwitz, avez-vous eu des témoignages de personnes qui ont rencontré Charlotte Salomon à Auschwitz? Non, malheureusement, en tant que jeune femme enceinte, elle a été tuée immédiatement dès son arrivée. Donc, elle n'est restée que quelques heures à Auschwitz et son mari, lui, c'est assez fort parce que quand elle a été arrêtée, lui, il a tout de suite dit « Prenez-moi aussi, je suis juif », alors qu'ils étaient venus la chercher uniquement elle. Et tous les deux, lui est mort 3 mois d'épuisement, 3 mois après leur arrivée, et elle a été tuée immédiatement. Et par contre, j'ai eu pas mal de témoignages de l'horreur qui a été l'arrestation. Ils ont été parqués à l'hôtel Excelsior à Nice, et puis après Drancy, et après effectivement Auschwitz. Son agonie a duré pratiquement 1 mois, entre le moment de l'arrestation et le moment où elle est morte. Ce sont les seuls lieux où j'ai pas voulu. J'ai vraiment parcouru tous les lieux de sa vie, sauf effectivement les 2 camps de concentration. Eh bien, on va se retrouver. Un instant. Hein oui, ah pardon, excusez-moi. Bonsoir. Bonsoir. Et merci beaucoup pour ces moments d'émotion. J'aimerais savoir comment vous, David, vous avez découvert l'artiste. L'artiste, il y a eu, donc c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure, il y a très peu d'expositions, il y en a eu une il y a 8 ans à Paris. Et vraiment, comme toutes les plus beaux moments, les plus belles rencontres, elles sont toujours associées au hasard, ou en tout cas à l'étrangeté de n'avoir rien prémédité. Et j'étais en train de déjeuner avec une amie qui était historienne et qui travaillait dans ce musée, qui elle-même n'avait pas grand-chose à faire non plus. Et puis j'avais une amie polonaise qui devait venir passer quelques jours à Paris. Enfin bon, je vous passe l'histoire. Mais du coup, je voulais que cette amie l'héberge. Enfin bon, bref. Et elle me dit, tu devrais aller voir cette exposition. Et vraiment, je me souviendrai toute ma vie de ce moment. C'était une mise en scène parfaite, presque cinématographique de l'émotion. J'ai traversé un couloir et je me suis retrouvé au milieu de toutes les toiles de Charlotte. Il n'y avait pratiquement personne. D'abord, j'ai été foudroyé visuellement. C'est d'une très très grande beauté, et surtout les premiers dessins de Charlotte. C'est en plus dans des conditions extrêmes de difficulté avec 3 couleurs primaires. Et puis la particularité de Charlotte, c'est qu'elle écrit sur ses tableaux, sur ses dessins. Donc il y a des textes, et puis on s'approche, et puis on lit aussi des textes littéraires. Et on sait qu'il y a des indications de musique. On est progressivement happé par l'inventivité, la fantaisie, et en même temps bouleversé par tableau après tableau, on avance dans son histoire, et on a un degré supérieur à l'émotion esthétique, qui est l'émotion de comprendre sa vie, de se rapprocher d'elle, de la rencontrer pratiquement à ce moment-là. Et donc ça ne m'a jamais quitté ce moment-là. Et d'ailleurs, le livre ne met pas fin à ce chemin. Et je raconte aussi, bon alors dans le livre, l'idée que les grandes émotions d'une vie peuvent être supérieures à la grille de lecture habituelle qu'on peut avoir de nos émotions. Moi, quand j'ai été face à Charlotte, j'avais l'impression que c'était tout ce que j'attendais, qu'elle existait presque dans ma vie avant que je la découvre, de la même manière qu'on peut aller dans un lieu et avoir le sentiment d'être en connexion émotionnelle avec ce lieu, de l'avoir déjà peut-être parcouru. J'avais l'impression que les émotions que je ressentais à ce moment-là étaient supérieures aux émotions que j'avais pu ressentir jusqu'à présent. Son œuvre faisait écho à quelque chose que je n'arrivais pas à définir, et j'ai mis des années en allant sur les lieux aussi, à essayer de mettre des mots. C'est pour ça que ce livre a mis autant d'années à exister. J'ai essayé de mettre des mots sur ce qui n'était pas définissable au début. Voilà. Merci vraiment à vous tous, et merci encore Elsa.
Et Merci. on vous souhaite une très belle soirée. Et merci encore à la mairie et à toute l'équipe de nous avoir offert ce très beau cadre. Merci à vous et bonne soirée. Merci.